Lorsque j'anime des stages et des sorties sur le terrain, il arrive souvent qu'on rencontre ce genre de truc que l'on appelle un champignon. Alors ce sont des êtres vivants mystérieux et incompris. Du coup, je reçois en permanence les mêmes questions. Et je dirais que les questions que je reçois le plus souvent, ce sont les suivantes. Si vous êtes cueilleur aguerri ou débutant, vous vous êtes peut-être déjà posé ce genre de questions. Et si vous ne vous les êtes jamais posées, c'est peut-être que vous avez des a priori ou que vous faites des petites choses un petit peu mal. Du coup, pour tirer ça au clair, je me suis adressé à un spécialiste, Patrice Lenné, qui est secrétaire général de la Société mycologique de France. En gros, la Société mycologique de France, en deux mots, c'est une association de 1901, elle est issue du mouvement du MSC des sociétés savantes, donc elle est née en 1884. Donc son but est simple, c'est de promouvoir l'étude et la diffusion des connaissances à propos des champignons. Donc voilà, donc elle a entre autres rôles la diffusion auprès du grand public d'informations générale concernant la toxicité en particulier. Elle a un petit rôle de prévention. Elle édite aussi un bulletin où les mycologues sérieux s'expriment et font état de leurs découvertes. Peut-être que pour vous, un champignon, c'est ce machin avec un pied et un chapeau, mais en réalité, l'être vivant champignon, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Exactement. À partir du moment où on a commencé à remarquer ça, qu'on s'est dit, tiens, finalement, les champignons, c'est peut-être vraiment différent d'une plante. Parce qu'effectivement, le champignon avec son pied et son chapeau, ça ressemble à une plante avec un pied, des racines en sous-sol, et un chapeau qui émet des graines, comme les fougères émettent des spores également. Ben non, en fait, l'être vivant, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est dans le sous-sol ou à l'intérieur de l'arbre qui est en train de ronger. Et ce qu'on voit, c'est une fructification, c'est l'arbre, c'est l'organe reproducteur, dont la fonction est de fabriquer des spores et de les disséminer. C'est ce qu'on ramasse, mais ça n'est pas l'être vivant, c'est juste une excroissance, une fructification de l'être vivant lui-même, qui est très indifférencié, qui peut s'étendre sur des grandes étendues, des grandes superficies, ce qui fait qu'on voit souvent parfois des colonies de champignons qui viennent tous en fait du même être vivant. Ce sont plusieurs fructifications qui sont issues du même mycélium, puisque c'est comme ça qu'on appelle habituellement le champignon qui est dans le sous-sol. C'est quand les feuilles brunissent et que le temps se gâte qu'on a tendance à croiser dans les bois de nombreux cueilleurs avec leur panier en osier. Cependant, est-ce qu'on doit vraiment attendre l'automne pour cueillir des champignons comestibles ? En été, on en trouve déjà beaucoup. Il y en a aussi quelques-uns au printemps, bien connus, comme la morille par exemple, ou le triplome de la Saint-Georges, qui sont exclusivement printaniers. Donc non, il n'y a pas besoin d'attendre l'automne pour trouver des comestibles. Et encore moins si on cherche d'autres champignons que ceux qui sont comestibles, on en trouve toute l'année des champignons. Et oui, on peut cueillir des champignons toute l'année, il faut simplement bien les connaître. D'ailleurs, actuellement, nous sommes en plein été et j'ai fait une récolte plutôt honorable. Mais il y a quelques semaines, nous étions encore en canicule et il était impossible d'en trouver un seul. C'est l'une des questions. Est-ce que la chaleur empêche les champignons de pousser ? Non, ils n'arrêtent pas de pousser. Ce qui interrompt éventuellement leur croissance et leur développement, c'est la sécheresse. La chaleur, vous avez des champignons qui aiment au contraire beaucoup la chaleur, vous en avez d'autres qui n'aiment pas du tout la chaleur. Donc ça, il n'y a pas de règle générale. Par contre, effectivement, la sécheresse, c'est un cas généralement assez rédhibitoire pour la croissance du développement de champignons. Encore, il faut qu'on confronte, si on veut être précis, entre la survie et le développement du mycélium qui est dans le sous-sol et la fructification, qui correspondent à des mécanismes différents. Et oui, les champignons ont besoin d'eau pour se développer, mais pas trop. Sinon, ils l'absorbent comme des éponges et deviennent imbus, c'est-à-dire tout mou, un peu gélatineux, et ça donne pas forcément envie de les manger. Ici, je viens de récolter justement un bolet sous la pluie, et si je le coupe, il a une caractéristique intéressante, c'est qu'il va changer de couleur et devenir bleu. Est-ce que ça, ce serait pas un signe de toxicité ? Non, pas du tout. ni de comestibilité. Vous avez des champignons qui bleuissent. Ils peuvent être soit toxiques, soit comestibles, soit sans intérêt. Là, la seule façon de savoir si un champignon est comestible, c'est de l'identifier. Savoir comment il s'appelle, et à ce moment-là, vous connaissez la toxicité.
Il y a des champignons qui ne sont pas forcément bons à manger, mais qui sont quand même intéressants à découvrir, juste parce qu'ils sont un peu rigolos, comme ici ce bolet radicant. Lorsqu'on va le couper, la molécule qui est à l'intérieur de la chair et qui lui donne sa couleur jaune va s'oxyder, et l'oxydation de cette molécule va provoquer une nouvelle coloration, le bleu. Ce n'est pas un signe de toxicité, ce changement de couleur. En revanche, ce type de bolet est vraiment trop amer pour être consommé. Donc vous pouvez tenter, mais c'est vraiment pas bon. Les cèpes et les bolets, il faut vraiment les repérer puisqu'ils sont maîtres dans l'art du camouflage. Ils ont des teintes qui rappellent énormément la litière forestière. On entend souvent dire d'ailleurs que dans la nature, les couleurs vives seraient un indicateur de toxicité ou du moins de danger. Est-ce que c'est vrai ça avec les champignons ? Eh ben non. C'est excellent champignon avec couleur vive. Donc la girole, pour citer la plus commune, hein, qui a un beau jaune d'or, elle est excellente. Hein. Et l'amide de César, en effet, qui a des couleurs magnifiques, et parfaitement comestibles, comme tous nos amis du Sud nous le diront. J'ai entre mes mains un champignon que j'ai identifié comme étant comestible. Seulement, on pourrait se poser la question de savoir ce qu'il pourrait se passer si jamais j'avais touché un champignon toxique. Non, vous risquez pas d'empoisonner parce que tous les poisons ont leur masse critique et quelques milligrammes de poison de champignon ne représentent aucun danger pour personne. Donc absolument pas. Donc, assez souvent, les mycologues, pour identifier un champignon sur le terrain, ont l'habitude de croquer et pour avoir les saveurs des champignons. Ils recrachent après spot, mais donc ils ne savent qu'ils ne risquent absolument rien, même en testant un champignon reconnu comme mortel. On sait pas une raison pour faire n'importe quoi, mais il ne faut pas non plus avoir une peur irrationnelle vis-à-vis de ces êtres vivants. Effectivement, avoir peur de toucher un champignon, ça veut dire que l'on se prive de critères parfois de détermination. Ici, je viens de ramasser un champignon qui appartient à la famille des russules. Il y a la couleur, bien sûr, qui peut m'aider à l'identifier, mais il y a aussi le sens du toucher. En caressant les lamelles, je dois sentir un toucher gras. C'est ce qu'on appelle un toucher lardacé, et ça me permet d'affirmer, en plus de la couleur cendrée, qu'il s'agit d'une russule charbonnière, une russule qui est comestible. Au niveau de ces coupes de bois, je trouve une pléthore de petits champignons blancs comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas emporté avec moi mon guide de détermination, du coup, il faudrait que je les ramène à la maison pour les identifier. Mais le problème, c'est que si je les mets dans le même panier que mes champignons comestibles alors que ceux-ci sont toxiques, est-ce qu'il ne risque pas de m'arriver des bricoles ? Non, il ne contaminera pas les comestibles. Ce que vous risquez, c'est que des morceaux qui se brisent et que des morceaux se mélangent. Et qu'à ce moment-là, vous ingériez plus tard les morceaux. Mais non, ce n'est pas contagieux, en principe, les poisons de champignons. Par contre, si le champignon se brise et que les morceaux se disséminent, là c'est sûr que vous avez un mélange plus ou moins dangereux. Parmi les questions qui reviennent le plus souvent pour la cueillette de champignons, il y a celle qui est liée à ce petit accessoire que tous les cueilleurs ont quasiment, c'est-à-dire le petit couteau pliant, que ce soit un Opinel, un Lyol ou un Victorinox. Depuis quelques années, finalement, on ne sait plus trop s'il faut réellement couper le pied ou s'il faut l'arracher. Chacun y va de son avis avec des arguments parfois fallacieux ou un ton très très péremptoire. Du coup, je suis allé demander à un spécialiste ce qu'il en pensait. On recommande plutôt de ne pas couper les champignons, en tout cas pas laisser en terre la base du pied avec le mycélium, parce que ce morceau de pied non ramassé va pourrir, hein, et donc les bactéries vont s'y mettre et ça peut être une porte d'entrée pour attaquer le mycélium qui est dans le sous-sol. Donc ça c'est la première, c'est plutôt hygiéniste. Et puis il y a ensuite l'intérêt qu'il y a à prendre un champignon entier, c'est de ne pas rater de détails importants qui se trouvent à la base du pied, puisque certains champignons s'identifient en observant la base du pied. Donc si on la coupe, on peut voir ce qu'il y a à la base du pied, on peut faire des erreurs parfois graves d'identification, de détermination de l'espèce. Donc, alors c'est vrai que les ramasseurs de cèpes généralement, ils n'ont pas besoin de ramasser la base du pied pour savoir qu'ils sont en présence d'un cèpe, hein, mais c'est quand même pas forcément une bonne idée d'un point de vue hygiénique de les couper. Alors ça va plus vite, hein. Ceux qui ratissent, ils ont un couteau en main et tchac, ils coupent. C'est pas forcément la meilleure façon de faire. Ici, j'ai arraché volontairement un champignon au niveau du sol pour faciliter son identification. Je voulais juste m'assurer qu'on ne retrouve pas une espèce de coquille d'œuf à la base du stipe, une coquille que l'on appelle la volve.
la volve est caractéristique de certaines amanites. Donc pour éviter les confusions, déjà, s'assurer qu'au niveau du pied, il n'y ait pas cette sorte de pellicule blanche d'où s'extrait le champignon lorsqu'il grandit. Ici, il s'agit d'une lépiote élevée que l'on appelle aussi la coulmelle. Et l'un de ses critères caractéristiques, c'est l'anneau qui doit être coulissant. On doit pouvoir le faire bouger au niveau du stipe sans l'arracher. Donc encore un champignon que j'ai trouvé au niveau du sol. Mais du coup, les comestibles, est-ce qu'on les trouve que au niveau de la litière ou est-ce qu'on peut aussi s'attaquer à certains qui poussent sur les arbres là? Eh ben non. Il faut se méfier de ce genre de règle générale, il y a toujours des exceptions. Hein. Donc il y a des champignons qui poussent sur le bois qui sont comestibles aussi. Il n'y en a pas tant que ça, c'est vrai. La majorité des comestibles sont plutôt terrestres, mais enfin il y a des exceptions. Donc il faut se méfier de ce genre de règle générale. Alors effectivement, il y a des champignons comestibles qui ne poussent pas au sol, comme par exemple ce polypore soufré, Laetiporus sulfureus. C'est un bon comestible dont la chair est assez ferme, filandreuse, et elle a un petit goût de volaille en fait. C'est pour ça qu'on le surnomme le poulet des bois. On a tous cette image du gentil grand-père qui part avec son panier en osier à la recherche de champignons. Mais si je n'ai pas de panier en osier, est-ce que je peux me permettre de prendre des sacs plastiques par exemple? Ah oui, c'est vrai. Alors bon, les sacs plastiques, c'est pas recommandé, surtout si on est parti pour une grande journée, parce que les sacs plastiques, ils se déforment et donc les champignons s'écrasent au fond, ils finissent par rendre du jus et vous avez quelque chose d'à peu près immangeable à la fin de la journée. Donc c'est pas une très bonne idée d'avoir des sacs en plastique. C'est pour une simple question d'hygiène et d'absence d'aération. Le panier en osier classique où les champignons reposent sur des fonds plats avec un peu d'aération, vous avez des champignons d'excellent état à la fin de la journée, c'est bien mieux. Quant à mélanger les champignons, bon, en principe c'est pas une bonne pratique, c'est comme ça, il y a des accidents qui arrivent parce que vous mélangez les mauvais et les bons, et puis si on ne veut pas attention du tri, hop, il y a un champignon toxique qui passe. Et ça peut créer des... Donc évidemment, les champignons, certains bien identifiés dans un panier, et ceux qu'on se réserve pour plus tard dans un autre. Ça c'est clair. Si on décide de ramasser tout, il faut quand même faire le tri entre ce qu'on sait identifier et ce qu'on ne sait pas. Ça me paraît élémentaire. À défaut de transporter un panier en osier dans son sac à dos, on peut se contenter d'un sac respirant, donc un tote bag par exemple, en coton, en lin, peu importe, c'est juste histoire de transporter notre modeste récolte le temps de notre balade. On a donc vu des champignons de toutes les couleurs, des champignons qui changent de couleur, des champignons qui poussent sur le bois, qui poussent au sol. Et ça paraît très compliqué, donc au final, est-ce qu'il n'existe pas un test spécifique à faire sur le terrain pour savoir si un champignon est toxique ou comestible? Eh ben non, on n'a pas trouvé le produit miracle pour savoir si un champignon est comestible en lui mettant une petite goutte. Non, ça n'existe pas. Les réactifs chimiques, ça existe. Ça permet d'identifier les champignons, mais ça ne permet pas de dire directement s'ils sont comestibles ou pas. Si vous me suivez sur Instagram, vous pourrez constater que je poste souvent des photos de champignons. L'une des questions que j'ai pu recevoir, c'est à quoi servent les champignons lorsqu'ils ne sont pas comestibles? Les champignons sont des êtres vivants qui ont des tas de caractéristiques qui peuvent être intéressantes. Ça fait déjà longtemps que dans des civilisations anciennes, des champignons sont utilisés dans la pharmacopée traditionnelle. Donc ça c'est une première utilité. Alors, et puis les champignons au sens large, ça recoupe des êtres vivants aussi particuliers, les levures par exemple, qui ont une importance économique considérable dans l'agroalimentaire, comme vous le savez. Ce sont aussi des champignons. Et donc, comme je vous disais effectivement l'autre jour, les champignons produisent naturellement des antibiotiques, puisqu'ils ont une structure cellulaire très faible, ils sont facilement attaquables par des bactéries diverses et variées, et donc ils utilisent des substances antibiotiques pour se protéger des agressions. Donc évidemment, c'est aujourd'hui où les antibiotiques deviennent de moins en moins efficaces parce qu'il y a des souches résistantes qui apparaissent un peu partout. Trouver de nouvelles molécules, ça reste quelque chose de très important. Et donc il y a beaucoup de chercheurs de laboratoire qui cherchent avec des champignons de nouvelles molécules antibiotiques qui pourraient donc pallier les insuffisances de nos médicaments traditionnels. Donc les champignons, comme tous les êtres vivants, ne sont pas là seulement pour nourrir les êtres humains, ils ont des tas de choses intéressantes à nous proposer. En dehors de leur comestibilité, certains champignons ont effectivement été utilisés par l'homme pour réaliser différentes tâches.
Ici, nous avons un polypore du bouleau, Fomitopsis betulina, qui a été longtemps utilisé pour réaliser des cuirs qui permettaient d'aiguiser les lames, notamment les lames de rasoir. On pourrait citer également l'amadouvier, dont on a tissé la trame pour réaliser des couvre-chefs ou même des tissus. Bref, il y a tout un tas d'applications pour certains de ces champignons, et notamment pour les pratiquants de bushcraft, certains d'entre eux peuvent nous permettre d'allumer un feu. C'est le cas du polypore du bouleau lorsqu'il est bien sec, de l'amadouvier, le faux amadouvier également, Phelius nervius, la daldini concentrique ou même le chaga qui est réputé pour être le champignon médicinal par excellence. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que le premier antibiotique a été synthétisé à partir d'une souche de champignon que l'on appelle le pénicillium, ce qui a donné la pénicilline. Mais de nombreux champignons étaient déjà utilisés dans la médecine traditionnelle, comme par exemple cet amadouvier dont on réalisait des compresses. Ces compresses ont des vertus hémostatiques et antiseptiques qui ont été vérifiées par la science. On en est donc plutôt à un point où les propriétés médicinales de certains champignons sont réellement validées par la recherche et par la médecine. Depuis les années 90, l'industrie pharmaceutique s'intéresse énormément au pouvoir des champignons, à tel point que désormais, la recherche s'oriente sur les composés que l'on peut en extraire, et la question que l'on se pose, ce n'est pas vraiment si ça marche, mais plutôt comment ça marche. Les champignons sont donc comestibles, utiles ou médicinaux, mais si on les retrouve un peu partout dans nos forêts, c'est qu'en fait ils ont un rôle encore plus fondamental que ça. Ce sont de véritables clés de voûte des écosystèmes. Bien entendu. Hein, donc, une bonne partie des champignons sont ce qu'on appelle des champignons symbiotiques. Ils vivent en harmonie avec d'autres êtres vivants, les arbres, mais aussi d'autres plantes. Hein. Alors, sous deux formes, soit ce qu'on appelle des symbioses externes, c'est-à-dire qu'ils s'implantent autour des racines, ce qui favorise des échanges de substances nutritives entre les deux organismes, qui sont donc mutuellement bénéficiaires de cette relation. Et puis vous avez des endomycorhizes, où carrément les champignons vivent à l'intérieur des racines et facilitent et sont même pratiquement indispensables à beaucoup d'êtres végétaux. Alors déjà, ça c'est un premier rôle qui est fondamental, mais le parasitisme, qui est aussi l'apanage de certaines espèces de champignons, comme les parasites animaux ou végétaux, ont aussi un rôle de régulation des populations dans l'écologie. Et vous avez ensuite la troisième catégorie champignons, qui sont les décomposeurs, on les appelle des saprophytes ou saprotrophes, qui contribuent au recyclage de la matière organique morte, pour aérer, nettoyer en quelque sorte les forêts. S'il n'y avait pas de champignons saprophytes, l'humus s'accumulerait dans les forêts, donc les forêts étoufferaient tout simplement sous le poids de leur branchage mort, de leurs fruits morts. Donc effectivement, ils font partie indispensable du grand mécanisme compliqué que sont les écosystèmes. Si vous n'y connaissez rien à la cueillette de champignons, mais que vous avez quand même envie de vous lancer, voici les conseils de Monsieur Lenné pour bien débuter. Les bonnes pratiques, c'est simple, c'est du bon sens. On essaie, quand on les récolte, de ne pas mettre de la terre dans le panier. Donc si on prend le champignon entier, comme on disait tout à l'heure, pour ne pas briser le pied, une fois le champignon déterré et identifié, on enlève la terre avant de mettre le champignon dans le panier. Ça paraît très logique. Ça évite ensuite de faire tremper les champignons à grande eau, de faire perdre une partie de leur saveur. Donc on évite les champignons trop jeunes parce qu'il peut y avoir ils sont pas encore complètement identifiables souvent, donc il peut y avoir des caractères qui manquent. C'est peut-être une source d'erreur. Les champignons trop vieux, ils vont être beaucoup moins bons à manger, voire commencer à moisir ou être attaqués par des bestioles qui pourraient éventuellement provoquer des désordres intestinaux qui n'auraient rien à voir avec le champignon lui-même, ça peut arriver. Donc voilà, on prend des champignons sains, on les nettoie avant de les mettre dans le panier et on a évité la plupart des dangers. Alors évidemment, la dernière bonne pratique à respecter, c'est à ne consommer que les champignons qui sont parfaitement identifiés. Ramasser un champignon se souvenant que c'était ceux-là qu'on ramassait quand on était petit avec le grand-père, ça ne suffit pas pour éviter les erreurs. Il faut être capable de mettre un nom et ensuite de pouvoir éventuellement contrôler sur un guide ou sur Internet ce que c'est que ce champignon et s'il est vraiment comestible. Le mieux, c'est quand même de commencer avec un petit guide bien connu dans une édition mais épargnant sérieuse, et surtout d'y aller avec des gens qui connaissent déjà. Parce que tout seul avec son guide, on a toujours plein de doutes. On ne sait pas si on a par exemple bien telle description, comment interpréter tel caractère. Alors ce guide-là, il va prendre de la vie et du sens tout de suite si vous avez quelqu'un qui connaît déjà les champignons avec vous.
Et donc vous allez comprendre beaucoup mieux, c'est écrit dans le bouquin, si vous avez quelqu'un qui connaît déjà. Donc rapprochez-vous de gens que vous connaissez déjà, ou des sociétés mycologiques locales, il y en a plein un peu partout en France, c'est mis sur le territoire, on trouve leurs adresses facilement sur Internet. Le mieux, c'est encore d'apprendre avec des gens qui savent déjà. C'est mon conseil numéro 1. Un dernier conseil, méfiez-vous des applications d'identification sur smartphone, que ce soit pour les champignons ou pour les plantes. En fait, ces applications-là dépendent du réseau, de la qualité de votre appareil photo et dépendent aussi des identifications qui ont été réalisées par les autres utilisateurs. Or, qui est-ce qui se tourne vers ces applications-là? Ce sont souvent des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Vous imaginez bien qu'en confondant un champignon comestible et un champignon toxique, vous pourriez avoir des problèmes. Donc rien ne remplace l'accompagnement sur le terrain avec des gens qui s'y connaissent vraiment. Les sociétés mycologiques locales font un travail formidable et vous allez apprendre plein de trucs, et pas que sur les champignons qui se mangent. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques conseils pour découvrir la cueillette de champignons et que vous avez réalisé qu'il n'y a pas forcément que les champignons comestibles qui peuvent être intéressants. Pour davantage d'informations, vous pouvez me retrouver sur mon blog albancambe.com ou sur mon profil Instagram @albancambe. C'est là que je poste le plus d'informations sur le bushcraft, la mycologie, les plantes, la mycothérapie, la phytothérapie, toutes ces ressources naturelles que l'on peut trouver dans notre environnement. Et rappelez-vous, bien sûr, ne consommez que ce que vous avez parfaitement identifié. Tournez-vous vers des spécialistes pour vous aider dans votre détermination. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne cueillette.